Bonjour à tous, je suis donc très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire du Collège national des cardiologues hospitaliers qui est intitulé donc la battle des cas cliniques avec un challenge pour le premier au niveau de la région centre avec donc 4 jeunes de la région centre et donc 2 cas cliniques qui sont présentés par le CH de Chartres et 2 cas cliniques présentés par le centre hospitalier universitaire donc de Tours. Donc moi je suis Franck Albert, je suis le président du CNCH. Et donc, je remercie tout d'abord le groupe Alliance BMS pour ce soutien institutionnel, pour soutenir nos jeunes et soutenir aussi les jeunes dans cette session de cas cliniques pratiques. Le but étant d'être innovant, des cas cliniques pédagogiques et de faire parler un petit peu nos jeunes. Il y aura donc 4 webinaires successifs le jeudi, avec effectivement un gagnant pour chaque webinaire, avec une finale de cas cliniques dans le cadre d'un atelier au Congrès national des cardiologues hospitaliers, donc le 24 novembre. Donc bon, j'ai le plaisir de modérer cette session donc, avec le professeur Denis Engoulevent, qui est donc le chef de service de cardiologie de notre CHU au niveau de la région centre à Tours. Et donc bonjour Denis, je vais te laisser présenter nos jeunes et un peu dicter les règles. Donc on a dit 12 minutes par cas, 3 minutes de questions. Et puis les participants peuvent poser leurs questions donc, dans l'onglet Discuter en bas de l'équipe Zoom pour poser des questions à nos jeunes à la fin de leur présentation. À toi Denis. Oui, merci beaucoup Franck. Chers amis, merci de nous retrouver en ce qui me concerne la première battle. Hein. J'ai été tout à fait séduit par cette proposition de Franck et du CNCH. Donc, nous avons 4 jeunes cardiologues et futurs jeunes cardiologues de la région centre qui ce soir vont bien s'affronter. Alors, on va commencer par les dames, c'est bien normal, qui sont d'ailleurs les candidates qui vont représenter le centre hospitalier de Chartres. Nous avons Amélie Marant, qui est docteur junior, que j'ai eu la chance d'avoir comme souffre-douleur aux soins intensifs cardiaques le semestre précédent. Et à côté d'elle, nous avons donc Constance Granier, qui elle est une plus jeune interne, mais qu'Amélie a coachée. Donc, connaissant Amélie, je suis absolument pas inquiet sur la performance de Constance. Et puis, nous avons 2 garçons qui, eux, ont été choisis par le CHU de Tours. Vous voyez que nous respectons la parité dans la région centre, mais c'est normal. Donc, nous avons le docteur Antonin Fuseau, qui lui est docteur junior pour encore quelques semaines avant d'être assistant, qui est un spécialiste de l'imagerie cardiaque. Et nous avons le docteur Jean-Baptiste Briand, qui lui est encore docteur junior pour une grosse année et qui lui est spécialisé en cardiologie interventionnelle de l'adulte, puisque vous savez que ce sont nos nouvelles options au sein du DES de cardiologie. Alors la règle du jeu, c'est que chacun a préparé un diaporama avec un cas clinique. Ils présentent en 12 minutes. Ils sont évalués à la fois sur la qualité de leur prestation, des diapositives, le respect du temps de parole et les réponses aux questions que vous leur poserez ou que nous leur poserons nous si vous n'en posez pas, mais j'aimerais mieux que ce soit l'assistance qui en pose, et je vois qu'il y a déjà une quinzaine de collègues connectés qui n'hésitent pas à poser des questions, et à la fin, on vous dira qui a eu la meilleure note et qui est sélectionné pour aller à la finale de l'Eurovision. Bien, alors on a choisi de faire un ordre de passage, et donc c'est le docteur Amélie Marant qui commence. Amélie, je te propose de partager ton écran et de débuter ta présentation. Merci beaucoup. Alors, hop. Voilà, alors pour commencer, moi je vais vous présenter le premier cas clinique, une patiente qui est venue chez nous à l'hôpital de Chartres au mois de mai. Donc pour commencer, c'est une jeune patiente de 29 ans, Madame V, comme je peux prendre ça. Ça, encore à gauche, ça se passe très bien, vas-y. Non, c'est moi, c'est que je ne peux pas voir mes diapos. Là. Pardon, je vous masque. Donc, une jeune patiente de 29 ans qui a pour principal antécédent donc, une embolie pulmonaire en 2018 dans les suites d'une fausse couche, où un bilan de thrombophilie et de SAPL avait été réalisé qui était revenu une première fois négatif. Comme facteur de risque, un tabagisme non sevré à 15 paquets années, un IMC à 26 et dans la famille, une notion de décès brutal à l'âge de 47 ans chez sa mère sans étiologie retrouvée. Elle a plus d'antécédents au niveau gynéco-obstétrico, puisqu'on note quand même 2 fausses couches en 2007 et en 2010, une césarienne en 2012 pour un retard de croissance intra-utérin à 27 semaines avec un enfant qui est né vivant, qui va bien aujourd'hui, la napate du placenta a retrouvé des infarctus et de nouveau un bilan auto-humain avait été commencé en 2012 qui était négatif.
une autre césarienne en 2014 pour un retard de croissance intra-utérin avec un garçon qui est sorti à 480 grammes et qui est décédé. Et puis 2 morts fœtales in utero aussi à 27 semaines en 2018 et en 2021. Elle a pour seul traitement la pilule progestative seule. Donc l'histoire de la maladie, ça débute en début mai avec une première douleur thoracique qui survient dans la soirée pour laquelle elle appelle assez rapidement le SAMU dans l'heure de la douleur. Le CG retrouve un ST+ antérieur. Elle est transférée en salle de coronarographie après le traitement habituel. Quand elle arrive en salle de coronarographie, elle est stable sur le plan hémodynamique. L'échoscopie fait en salle retrouve une FEVG à 35% et une akinésie apicale. Là, je vous mets la coronarographie. Juste une image fixe avec une coronaire droite qui est normale et une boucle sur l'IVA qui retrouve donc un thrombus au niveau de l'IVA proximal, au niveau de la diagonale aussi. Comme elle n'avait plus de douleur et que le ST+ avait régressé à l'arrivée en salle de coro, il a décidé de faire une attitude MIMI, donc on l'a laissé sous double anti-agrégation plaquettaire, anti-GP2B3A et anticoagulation curative. Les suites dans le service sont simples. La scientémétrie, il n'y a rien de particulier. L'échographie retrouve une petite amélioration avec une FEG à 45%, une séquelle apicale, pas de thrombus intravégé. On retrouve un LDL cholestérol à 1,55 et on réalise le contrôle coronarographie à J4 avec donc, à la coro, celle avec le guide dedans, il y a toujours un peu de thrombus, mais en diminution par rapport à la coronarographie à l'arrivée. Et les images d'OCT qui sont réalisées, qui retrouvent la persistance d'un thrombus, une petite plaque toutefois sur l'IVA proximal, un peu de thrombus, et puis le reste de l'artère est lisse avec des artères saines par ailleurs. Donc après, la question qui se pose, quelle est la cause? Quel est le bilan étiologique qu'on a réalisé? On a refait un bilan auto-immun avec tout un bilan de thrombophilie et de nouveau un bilan de SAPL qui revient négatif. Toutefois, avec son histoire clinique et notamment ses antécédents obstétricaux, on a pris un avis auprès du CHU qui retient un diagnostic de SAPL séronégatif. Donc, sur le plan thérapeutique, on a commencé le relais par antivitamine K, on a poursuivi de l'aspirine et puis on a laissé le traitement habituel du syndrome coronarien avec un hypolipémie en forte dose et le traitement cardioprotecteur. Donc, quelques rappels sur le SAPL. C'est jusqu'à 5% de la population qui vont avoir des antiphospholipides, mais seule une minorité développeront un vrai syndrome des antiphospholipides. C'est 40 à 50 cas sur 100 000 et la principale cause de thrombophilie acquise. Je vous ai mis un petit dessin d'un phospholipide qui représente donc les composants principaux des membranes de nos cellules. Ça touche principalement les femmes, avec 4 à 5 fois plus de femmes pour les SAPL primaires par rapport aux hommes et jusqu'à 9 fois plus de femmes pour les SAPL secondaires. Il y a 3 présentations principales en fonction de si le SAPL est lié ou pas à une maladie auto-immune. Donc le SAPL primaire qui est isolé, le SAPL secondaire qui est donc lié à une autre maladie auto-immune, le plus souvent un lupus. Et selon sa présentation aussi, on peut avoir le syndrome catastrophique des antiphospholipides jusqu'à 1% des cas. Donc c'est la présentation gravissime puisque c'est jusqu'à 40% de mortalité, une prise en charge en réanimation. Et pour un petit rappel, ça représente une atteinte des micro-vaisseaux avec une atteinte de au moins 3 organes simultanés ou dans une période de 7 jours. Donc un peu de physiopathologie, 3 mécanismes qui expliquent la formation de thrombose. Tout d'abord, l'augmentation de la synthèse de thromboxane sous l'effet direct des antiphospholipides, d'où l'utilisation de l'aspirine, l'activation de la production de la protéine C, d'où l'utilisation des AVK, et la production anormale de facteurs tissulaires par l'endothélium lorsqu'il est lésé au contact des antiphospholipides. Donc, les critères internationaux de classification du SAPL remontent à 2006 et ils n'ont pas changé depuis, ils restent toujours d'actualité. Ils associent des critères cliniques et des critères biologiques avec une thrombose vasculaire qui doit être confirmée ou une morbidité obstétricale avec des morts fœtales avant 10 semaines d'aménorrhée ou bien une naissance prématurée avec des démonstrations d'insuffisance placentaire comme notre patiente ou la survenue de 3 fausses couches consécutives avant 10 semaines d'aménorrhée. Associé à des critères biologiques, avec soit le dosage d'un anticoagulant circulant lupique, un anticardiolipine, IgG ou IgM, ou un anti-bêta-2-GP1, IgG ou IgM. Il faut associer un critère clinique ainsi qu'un critère biologique qui doit être contrôlé à 12 semaines pour porter le diagnostic de SAPL. Il existe une autre classification du SAPL qui est moins connue de nous cardiologues en fonction du type d'anticorps qu'on retrouve. Le type 1, si on a au moins 2 marqueurs biologiques, et le type 2, selon l'anticorps qu'on retrouve,
Et cette classification a son importance puisque de l'anticorps qu'on retrouve va dépendre les manifestations cliniques ainsi que le pronostic. À noter que l'anti-bêta-2-GP1 est le plus pathogène. Un petit rappel sur les atteintes cardiaques du SAPL. Donc, les atteintes valvulaires sont les plus fréquentes. Les atteintes coronariennes, je vais développer les deux premières. Après, il peut y avoir aussi de l'hypertension pulmonaire avec une vraie HTAP ou une hypertension post-embolique. Et sinon, des vrais thrombus intracardiaques sans cardiopathie sous-jacente doivent faire suspecter un SAPL également. Pour les atteintes valvulaires, juste une petite slide, puisque c'est très commun. Il y a une certaine étude qui retrouve que c'est jusqu'à plus de 80% des patients qui ont des atteintes valvulaires, mais la majeure partie du temps, ça reste asymptomatique. Ça représente donc des lésions valvulaires qui prédominent au niveau des valves gauches, surtout au niveau de la valve mitrale par rapport à l'aortique, avec soit un épaississement global, soit un épaississement localisé, des nodules irréguliers ou une véritable végétation dans le cas d'endocardite de Liebman-Sachs. Il peut y avoir aussi des dysfonctions valvulaires associées, plutôt sur le mode fuyant que sténosant, avec un risque d'endocardite infectieuse chez ces patients. Donc, il faut penser à l'antibioprophylaxie. Les atteintes coronariennes. Dans une cohorte qui suit les patients atteints de SAPL en Europe, on retrouve que jusqu'à 3% des patients ont présenté un infarctus inaugural et jusqu'à 5% des patients au cours du suivi. La physiopathologie, il y a soit une athérosclérose accélérée, soit une véritable thrombose coronaire avec un tableau d'infarctus, comme chez la patiente, ou dans le cas du syndrome catastrophique des antiphospholipides, avec une souffrance ischémique diffuse. Donc, pour faire un petit topo sur le syndrome des antiphospholipides séronégatifs, puis c'est ce qu'on suspectait chez notre patiente, il existe d'autres types de marqueurs, les marqueurs non conventionnels, avec tout d'abord les anticardiolipines IgA et les anti-bêta-2-GP1 IgA, puisqu'on dose les IgGM et les IgG dans la classification du SAPL, et d'autres anticorps avec les antiphosphatidyléthanolamine, l'anti-annexine 5 et l'antiprothrombine. Pour faire un petit résumé, quand on suspecte un SAPL, on commence par les anticardiolipines, les anti-bêta-2-GP1, IgG et IgM pour les deux, et les anticoagulants circulant le pic. Si on a un de ces marqueurs qui revient positif, recontrôlé à 12 semaines, on confirme le SAPL. Et quand on y croit toujours, on peut toujours doser ces marqueurs non conventionnels. S'il y en a un qui revient positif, on rentre dans le cadre d'un syndrome séronégatif. La prise en charge du SAPL. Tout d'abord, une prévention primaire en l'absence de signes cliniques. Donc, on évite les facteurs de risque cardiovasculaire. On évite aussi les médicaments inducteurs d'antiphospholipides, donc certains antibiotiques, certains antiépileptiques. Et dans certaines situations à risque, on peut proposer d'introduire de l'aspirine faible dose ou une HBPM préventif. Ensuite, dans certains cas, plutôt le syndrome catastrophique des antiphospholipides, on peut être amené à éliminer les antiphospholipides pathogènes avec des corticoïdes forte dose, des échanges plasmatiques, des immunoglobulines IV et parfois des immunosuppresseurs avec du rituximab. Et ensuite, pour prévenir les effets délétères des antiphospholipides, on introduit soit un antiagrégant avec aspirine ou une anticoagulation s'il y a une thrombose par AVK pour le moment, avec un INR cible qui varie selon la thrombose, entre 2 et 3 si elle est veineuse, entre 3 et 4 pour une thrombose artérielle. Pour finir ce topo, juste un petit récap sur les AOD dans le SAPL en 2022. Une première étude était sortie en 2018. Ils ont plutôt analysé le rivaroxaban, donc un anti-10A, contre la warfarine chez les patients qui étaient, eux, triple positifs. Ils ont étudié la récidive de thrombose sous ce traitement et cette étude a été arrêtée précocement devant le surrisque dans le groupe rivaroxaban. Une autre étude a été reprise en 2019 avec à peu près le même schéma, où ils étudiaient de nouveau le rivaroxaban, cette fois-ci contre les AVK, ce n'était pas précisé quel AVK, chez des patients également triple positifs. Ils voulaient démontrer la non-infériorité et ils n'ont pas réussi à démontrer la non-infériorité des rivaroxaban contre les AVK. Plus récemment, ce que j'ai retrouvé, c'est une étude rétrospective cette fois-ci chez des patients qui avaient présenté un premier épisode de thrombose, qui ont un SAPL simple positif cette fois-ci, où ils ont étudié les AOD, donc soit l'apixaban ou le rivaroxaban contre la warfarine. Et dans cette étude, il n'y avait pas de différence, mais ça reste une étude rétrospective, donc ça laisse penser que peut-être à l'avenir, on pourra adapter les anticoagulants selon le type de la classification du SAPL, s'il est simple positif ou triple positif. Mais il reste des études prospectives à réaliser pour pouvoir conclure. Donc, chez notre patiente, on avait une clinique fortement évocatrice avec plusieurs recherches de SAPL négatives. On a eu les résultats. Il y a un anti-annexine 5 qui est revenu à 2,5 fois la normale, donc ça confirme le diagnostic de SAPL séronégatif. Elle a présenté cette fois-ci une complication embolique grave
Et donc, pour conclure ce topo, c'est que le diagnostic de la SAPL implique une modification thérapeutique. Donc, quand on y pense, quand on y croit fortement sur la clinique, il faut penser qu'il existe d'autres types d'anticorps et qu'il ne faut pas hésiter à adresser à ceux qui s'y connaissent, donc les internistes. Et pour tout autre renseignement, le centre de référence national est toutefois situé à La Pitié, donc n'hésitez pas à contacter l'équipe du professeur Amoura, toujours disponible quand on a besoin d'aide sur les SAPL atypiques. Voilà, merci de votre attention. C'est pas quoi faire. Merci beaucoup, Amélie. Non, c'est très bien. Tu peux départager. Merci beaucoup pour ta présentation, pour le respect impeccable du temps de parole. Donc, on a bien compris ton cas et ton message. Alors, il y a une première question sur le chat qui te dit est-ce que selon toi, il y aurait un rôle peut-être plus particulièrement intéressant des antiglycoprotéines de B3A, donc comme par exemple la Grasta, dans ce cas à la phase aiguë. Est-ce que tu as des données là-dessus? Est-ce que ça a été utilisé? Pas particulièrement ici. Aucune idée, parce que déjà, l'infarctus chez les SAPL, il n'y a pas beaucoup quand même de cas. C'est 2,8% à la phase inaugurale chez des patients à SAPL. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur les infarctus. Ce qui est plus décrit, c'est les thromboses veineuses, mais je n'ai rien trouvé par rapport à les anti-GP2B3A chez les infarctus. Non. Je ne pourrais pas vous dire. Alors, ok. Moi, j'ai une. En pratique, elle en avait eu, en fait, là, parce que finalement, dans le protocole MIMI, dans le MIMI, vous en mettez. Ils l'ont aspiré une Tica, puis elle a eu les anticoagulants pendant quelques jours, avant le deuxième contrôle. Mais effectivement, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Alors, cette patiente, elle avait quand même une suspicion depuis le début d'un anticoagulant circulant de type Lupic, compte tenu de ses antécédents obstétricaux. J'ai vu qu'elle était quand même, elle avait une contraception par progestatif seul, c'est ça? Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, depuis le départ, eu cette attitude de se dire qu'elle n'a jamais thrombosé. Mais il y a quand même un moment, elle est passée dans les mains de quelqu'un qui a dit elle est à risque de thrombose. Oui, la dernière grossesse, elle a été suivie à Bretonneau. Hein. C'est pour ça qu'elle était sous l'Ovenox aspirine, l'Ovenox préventif. Et elle a quand même fait une mort fétale in utero à 27 semaines. Ouais, elle avait été suivie au CHU à Bretonneau. Hein. C'est une patiente dont on sent bien que depuis le début. Alors vous, qu'est-ce qui vous a réaiguillé vers le SAPL séronégatif? C'est le fait d'avoir redemandé un avis et que quelqu'un vous a dit, au fait, parce que j'imagine que le SAPL négatif, vous ne connaissiez pas particulièrement. C'était d'expérience. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu à Tours le SAPL séronégatif qu'on avait pris en charge avec l'équipe de La Pitié, justement. D'accord. Donc c'est ça qui m'a fait penser, donc j'ai contacté le Ferreira Maldan, d'ailleurs, au CHU, en fait, qui s'y connaît là-dedans. Oui, bien sûr. Avec Elisabeth Bio. D'accord, c'est ça qui D'accord, parce que tu en avais déjà vu, ce qui est quand même en médecine souvent le cas. On reconnaît quelque chose quand on l'a déjà vu. Quand on a déjà vu un truc rare, c'est pas mal. On fait bingo. Une question, simplement, une dernière question. Donc, tu as dit qu'il y avait quand même un lien avec le développement de l'athérosclérose et des lésions coronaires, indépendamment de l'effet prothrombotique. Tu l'as mis dans ta diapo. Oui, j'ai mis un peu de physiopathologie. Hein, c'est vrai oui, mais donc, pourquoi pas? Pourquoi pas que j'ai trouvé, hein, j'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce qu'elle avait des lésions? Vous avez cherché des lésions ailleurs chez elle? Je ne sais pas, dans d'autres artères, dans d'autres localisations? Elle a les Doppler qui vont être faits là récemment. On va la revoir en consultation. Mais elle est sortie avec le Doppler des transports aortiques et des membres inférieurs. Mais enfin, c'est une fumeuse aussi, mais bon, non, elle l'a pas encore réalisé. C'était fin mai finalement. D'accord, ok, donc c'est très récent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Franck, sur les… Non, c'est une très belle présentation. Et après ces fausses couches, mort in utero, j'avais la notion que finalement, est-ce qu'il faut les mettre sous aspirine après pour éviter les récidives, en fait? C'est ce qu'ils ont fait sur la dernière grossesse. Ils l'ont mis sous aspirine Lovenox préventif. Oui, mais après la grossesse, ils ont arrêté. Oui, ils ont arrêté. Ils n'ont jamais retrouvé le diagnostic de SAPL, en fait. Ils n'ont jamais retenu. Oui, c'est ça. Comme c'était négatif, du coup, à chaque fois, tout est négatif. Et puis, elle continue à faire des événements. Ouais, elle a eu mutation facteur 2, facteur 5. Là, Denis, tu as une idée de la durée avec aspirine chez elle? On verra bien ce que nous disent Tours, parce qu'elle doit voir la spécialiste à Tours. Mais c'est avec un INR entre 3 et 4, plus aspirine. C'est vrai que c'est… Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans un an, on va dire? Bon, moi, je pense que dans un an, tu barres l'aspirine, mais c'est quelqu'un qu'il va falloir laisser sous AVK à vie.
Oui, on est d'accord. À vie, parce que le risque de thrombose ailleurs est fortement élevé, donc c'est avec à vie. Alors par contre, est-ce que c'est entre 3 et 4? Ça, c'est pas forcément, c'est à rediscuter, mais je ne laisserai pas l'association au long cours. Je ferai, comme les recommandations le disent, Au bout pas d'un an. pas de bithérapie au-delà d'un an, euh, sauf si tu as une très très forte indication, mais elle n'a pas des coronaires toutes pourries, pleines d'athérosclérose non plus, pour ce Voilà. qu'on a vu de la coronarographie. Donc voilà, moi je ferai comme ça. Ok, Mélie, bah, merci beaucoup. On va enchaîner avec donc Antonin, donc, qui est donc interne docteur junior, si j'ai bien compris, au CHU de Tours. Donc Antonin, c'est à toi. Tu peux partager ton écran et tu as 12 minutes. Alors, vous me dites si vous voyez bien apparaître. C'est bon, Ah, parfait. C'est bon? je lance le chrono. Alors, je vais essayer d'élaguer un petit peu parce que j'avais mal lu le mail peut-être en diagonale. Je crois que c'est un topo de 20 minutes et pas de 12. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus court que prévu. Donc, je vais Voilà. présenter mon topo qui s'appelle donc une schizophrénie induite. Alors, 2021, vous êtes donc docteur junior au laboratoire d'échographie au CHU à Tours. Vous faites votre vacation d'échographique. Et au milieu des contrôles TAVI J1, vous tombez sur Monsieur R, un patient de 43 ans. Sur le banc, il écrit contrôle annuel de plastie mitrale. Le monsieur est mutique, couché sur le dos, les yeux fermés. La seule chose qu'il arrive à vous dire, c'est quand même il se sent très essoufflé. Vous commencez l'échographie et vous tombez sur ça. Donc, face à le grand axe ici avec et son couleur, vous voyez en effet une plastie mitrale. On voit ici l'anneau au niveau de la valve mitrale, une valve qui a l'air de ne pas s'ouvrir énormément. On voit ici avec de l'aliasing en Doppler couleur. Vous voyez aussi un bourrelet sous-aortique assez important avec en Doppler couleur, encore une fois, un petit peu d'aliasing qui signe une accélération, alors qui reste non significatif parce que vous avez 16 de gradient, mais quand même, on voit là aussi sur la 3 cavités que la valve mitrale vient se rapprocher du septum et que c'est la cause de l'obstruction à ce niveau. Vous étudiez un petit peu plus la valve mitrale, vous voyez en petit axe qu'en effet, elle n'a pas l'air de s'ouvrir énormément. Vous avez un gradient qui est de 5,5 mm de mercure, donc plutôt en forme de sténose modérée, mais en tout cas pas sévère vu comme ça. Alors devant le cas, vous décidez d'aller voir un petit peu plus près, d'étudier un peu mieux le dossier du monsieur quand même. Donc c'est un patient de 43 ans avec une schizophrénie paranoïaque, ce qui explique un petit peu le contexte clinique. Il est sous tutelle de l'UDAF. Ses principaux antécédents, c'est des tentatives de suicide et une BPCO post-tabagique. Et pour l'histoire de la maladie, on lui a découvert fortuitement un souffle systolique après une tentative d'autolyse en 2016. En réanimation, ils font une échographie qui retrouve une CMH obstructive homogène avec un SAM et un gradient à ce moment-là à 84 mm de mercure au repos. Au moment où vous le voyez, il prend Temesta, Aldol, Clozapine, Loxapac, Ventoline, Innover et Nadolol 40 mg x 2 par jour. Alors, vous fouillez un petit peu dans le dossier. Vous voyez que sa CMH était bilantée en 2016 en cardiologie. Il a une échographie, une IRM qu'on va voir, une coronographie qui était normale. Alors, Holter ECG qui ne serait pas de trouble de rythme, en tout cas pas de tachycardie ventriculaire soutenue. Le HCM risque score était à 2,78%, donc il n'avait pas eu d'implantation de défibrillateur. Il y a une échographie d'effort qui, après introduction d'athénolol 50 x 2, ne trouvait plus d'obstruction intravégée, donc caractérisée par un gradient de la 30 mm de mercure, et le monsieur était devenu asymptomatique. Donc l'échographie en 2016, on voit là en effet un bourrelet septal très important avec beaucoup d'aliasing dans la chambre de chasse et sur l'image de droite, un franc SAM avec la valve mitrale antérieure qui vient se coller au niveau du septum en systole et qui gêne donc franchement l'éjection du sang, qu'on voit aussi sur une apicale 4 cavités zoomée un petit peu en bas à droite. Le gradient à ce moment-là était à 40 mm de mercure sur cet examen-là. Le septum fait quand même 20 mm, c'est une CMH obstructive assez importante. L'IRM confirmait les choses, avec donc ici sur un équivalent de 4 cavités, on voit et ce flux-là qui correspond à l'IM sur le SAM, et ensuite ce flux-là qu'on voit, les anomalies de flux correspondent à l'accélération dans la chambre de chasse, qu'on va retrouver sur l'image en haut à droite qui est une LVOT. Là, vous voyez qu'en systole, il y a franchement des anomalies de flux qui correspondent à cette obstruction entre le SAM et le bourrelet septal. Et en bas, une petite axe qui montre que l'hypertrophie est plutôt homogène sur toute la périphérie du ventricule gauche.
Il est suivi régulièrement, donc il a eu droit à 3 assistants différents entre 2016 et 2021 à l'hôpital de Tours. Il est resté asymptomatique sans obstruction à l'effort jusqu'en 2019, donc de 2016 à 2019. 2019, il décrit quand même une dyspnée YHA2 qui s'aggrave progressivement. Le gradient devient significatif, avec 46 mm de mercure au repos. Il a toujours une IM modérée sur le SAM. Il a donc été décidé de réaliser une alcoolisation septale chez un patient symptomatique avec un gradient significatif. Donc, les images de son alcoolisation, avec ici une jolie septale au niveau d'IVA en pré-interventionnel. On ne la voit plus en post-interventionnel. Ça peut-être un petit peu vite, j'ai mis les images fixées pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, cette septale-là, qui est alcoolisée, donc au moment de l'alcoolisation, on gonfle un ballonnet, on injecte au-delà du ballonnet du sonoview pour voir en échographie la zone du myocarde qui est vascularisée par cette septale, et être sûr de ne pas alcooliser un pilier mitral ou une zone importante, et surtout une zone qui correspond bien à la zone hypertrophiée au niveau du septum basal. On ne peut pas aller alcooliser trop haut. Et si la zone qui ressort en sonoview est bien la zone qu'on souhaite alcooliser, on peut alcooliser l'artère ici, donc la troisième septale. Le contrôle écho post-alcoolisation, on voit bien au niveau du septum cette plage hyper échogène qui correspond à la zone alcoolisée, la zone qui est en train de s'infarcir. Par contre, on a toujours 80 mm de mercure d'obstruction sur sa CMH. Alors en post-alcoolisation immédiate, il y a de l'œdème, donc c'est difficile de conclure vraiment sur l'efficacité ou non du geste. Donc on décide de laisser rentrer le patient à la maison, de le réévaluer à quelques semaines, quelques mois, de voir si ça l'améliore. Au final, on le revoit en octobre 2019, à 6 mois, il est NYHA3, il a un gradient à 130 mm de mercure, une IM moyenne sur son SAM. On a essayé de relayer l'athénolol par du nadolol, ça n'a rien changé. Il a donc été décidé de réaliser une myomectomie chirurgicale. Le patient a donc, en décembre 2019, subi une myomectomie septale VG avec la pose d'un anneau mitral. Tout s'est très bien passé, pas de complications. Et en post-interventionnel, il a un gradient intra-VG à 18 mm de mercure, donc parfait, non significatif, pas de fuite mitrale, et un gradient au niveau de sa valve mitrale peut-être un petit peu élevé à 7 mm de mercure. On le revoit à 6 mois, on est donc maintenant en juillet 2020. Il se dit franchement amélioré. Il n'y a pas de gradient intra-VG. Le gradient sur la mitrale est descendu à 4 mm de mercure, donc tout à fait acceptable. Il n'y a pas de fuite mitrale. Il y a toujours une importante dysfonction diastolique qui peut expliquer la part de dyspnée résiduelle. Le patient se décrit un YHA2. Il a donc été décidé de baisser ses traitements bêta-bloquants. Il reconsulte en août 2021. Et là, par contre, donc à 1 an à peu près, là, par contre, il est NYHA3, il se dégrade, mais il dit qu'il a interrompu son traitement par ventoline minovert. Donc, est-ce que c'est la dyspnée d'origine pneumologique? Est-ce que c'est d'origine cardiologique? On refait l'échographie, et c'est donc à ce moment où vous entrez en scène, et c'est vous qui faites l'échographie qu'on a vue tout à l'heure. Et on comprend un peu mieux, donc la plastie mitrale ici avec l'anneau qui a été implanté, ici la zone de septum très fine qui correspond à la zone alcoolisée, et le bourrelet septal qui persiste, même s'il est moins important, qui est en fait la partie qui a été myomectomisée en dessous. Vous êtes donc face à un patient qui a un gradient non significatif, mais toujours un gradient intra-VG, une sténose mitrale qui a l'air quand même moyenne, et qui est dyspnéique NYHA3. Vous n'essayez pas de le laisser comme ça, vous complétez un petit peu les explorations, vous laissez l'hospitaliser pour faire un bilan de sa cardiopathie. Vous prévoyez donc une IRM myocardique, qu'on va voir en dessous, une échographie d'effort, qui a été franchement non informative, parce que le patient s'est arrêté à 60 watts pour fatigue générale. Vous refaites le Holter, qui retrouve quelques ESV isolés, mais rien de soutenu encore une fois, et vous refaites quand même un bilan biologique secondaire de la CMH, que vous avez beau chercher dans le dossier, il n'y a jamais de bilan étiologique de sa CMH de réaliser, y compris en 2016, le CMH risque score est toujours inférieur à 4%. L'IRM, donc on voit bien ici la zone du septum très amincie, avec le bourrelet septal au-dessus, qui correspond à la zone qui a été alcoolisée et ensuite myomectomisée. Avec sur la petite axe, on voit bien ici la zone très fine qu'on retrouve blanche sur ces coupes qui sont les coupes de rehaussement tardif qui correspondent au post-gado, là où on a du rehaussement dans les zones fibrosées, donc les zones alcoolisées ici. Et sur cette 4 cavités, qui est vraiment 4 cavités, on voit bien la valve mitrale qui s'ouvre, peut-être assez peu, et pas vraiment d'obstruction, pas vraiment de flux anormal dans la chambre de chasse du VG. Donc, une CMH diffuse, 60% d'FEVG, un apex, un anévrismal fibrosé dyskinétique, un septum qui fait toujours 20 mm. Le CV est pathologique à 33%, le T natif est abaissé à 925 mm.
Vous complétez le bilan avec le bilan biologique. La TSH est normale, l'angiotensine convertase aussi, les BNP à 645, l'électrophorèse des protéines sériques, pas d'anomalie, pas de protéinurie. Par contre, vous retrouvez un lyso-Gb3 fortement positif, à 63 contre à 64 pour une norme inférieure à 0,5 et un variant pathologique du gène GLA. Alors, dans ces conditions, alors je ne spoil pas tout, mais vous envoyez votre patient en consultation interniste parce que le lyso-Gb3 est quand même très élevé, même si vous n'êtes pas un spécialiste, suspectez quelque chose. Les internistes retrouvent des explications un petit peu plus rationnelles à toutes les symptomatologies diffuses que présente le patient. Ces douleurs diffuses à l'effort sont en fait apparemment des crises thermoalgiques, des acroparesthésies. Ces sensations vertigineuses qui étaient attribuées à ces antipsychotiques sont en fait dues à une abolition diffuse de ces réflexes ostéotendineux. Il y a un faciès infiltré léonin, des angiokeratomes pulpaires, de la verge, labio, une hypohydrose. Alors moi, je ne savais pas trop ce que c'était un faciès léonin. Donc, c'est un faciès caractéristique de la lèpre lépromateuse faciale qui donne au visage des traits qui évoquent une tête de lion. Donc, notre patient n'a pas une lèpre lépromateuse faciale, mais les données de l'IRM, de l'échographie et cette consultation interniste tendent toutes vers une maladie de Fabry, de phénotype classique. Donc, ce patient a pu débuter un traitement par Fabrazyme, qui est de la galsidase bêta, tous les 15 jours. Et il a eu sa première injection très récemment, le 22 août 2022. Donc, petit rappel sur la maladie de Fabry, c'est une maladie héréditaire, transmission liée au chromosome X, due en déficit en alpha-galactosidase A. C'est une naissance sur 80 000, donc environ 600 patients en France, qui est due à une accumulation de glycosphingolipides avec des manifestations systémiques. Le diagnostic de cette maladie est très important parce que l'enzymothérapie substitutive va être à même d'éviter la survenue des symptômes et des lésions irréversibles, des complications. Malheureusement, il y a un retard fréquent au diagnostic, 29 ans en moyenne, bien plus chez notre patient. Elle est source de nombreuses complications, des AIT, des AVC, de l'insuffisance coronarienne, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale et aussi des atteintes cochléo-vestibulaires. C'est surtout les hommes qui sont atteints. Les femmes peuvent présenter des signes de la maladie, mais ils sont plus tardifs et généralement d'intensité moindre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'atteinte cardiaque, qui est malheureusement très fréquente, mais très peu spécifique. Donc, c'est 70% d'HVG après 30 ans. Il peut y avoir énormément de choses différentes associées à la maladie de Fabry, mais c'est le principal signe qu'on va retrouver. 60% des adultes qui ont une maladie de Fabry présentent des symptômes cardiaques, et ces symptômes cardiaques sont le symptôme initial de la maladie dans 10% des cas. Un petit tableau pour faire un peu la différence entre la CMH et le Fabry. La CMH, c'est une maladie qui est autosomique dominante, relativement fréquente, un patient sur 500. La maladie de Fabry, on a dit, c'est lié à l'X, c'est très rare, un patient sur 80 000. Il faut bien faire la différence, ne pas étiqueter CMH toutes les HVG, parce que l'amylose, l'hémochromatose, la maladie de Fabry sont des différentes maladies qui entraînent de l'HVG, mais qui sont curables, entre guillemets, qui ont en tout cas un traitement qui peut éviter la survenue de complications. Et comme on l'a dit, l'atteinte cardiaque de la maladie de Fabry peut bénéficier de ce traitement étiologique spécifique. 50% des patients avec une maladie de Fabry vont décéder de cause cardiovasculaire, 55 ans en moyenne chez l'homme, 66 ans chez la femme. Donc leur espérance de vie est fortement grévée alors qu'il y a un traitement à même d'éviter ces complications. En échographie, il faudra suspecter une maladie de Fabry pour de nombreuses choses, c'est principalement l'HVG, parfois une paroi inférolatérale VG amincie, hypokinétique, voire akinétique. Les autres signes sont quand même assez peu spécifiques. Il va falloir conclure, Antonin. Oui, alors l'IRM, c'est surtout le terme mapping qui va être abaissé, qui va nous aider à suspecter la maladie de Fabry. Pour les suites, ce patient va être traité par Fabrazyme. Ça peut diminuer le gradient intra-VG. Par contre, malheureusement, ça peut augmenter son gradient OG-VG par diminution du gradient intra-VG. Donc, on va continuer de le suivre de manière rapprochée. Et pour ceux qui ont suivi le titre, pourquoi une schizophrénie induite? Parce qu'il n'y a pas d'études, mais de nombreux cas cliniques retrouvent, des case reports retrouvent une association entre manifestations neuropsychiatriques et la maladie de Fabry. Les glycosphingolipides qui s'accumulent dans les vaisseaux et dans le tissu cérébral peuvent contribuer à entraîner des manifestations psychiatriques. Un patient de 26 ans a eu ces symptômes qui ont totalement disparu avec le traitement de sa maladie de Fabry et sans traitement antipsychotique. Un patient de 35 ans, lui, qui se met d'hallucinations auditives et de symptômes évocateurs de schizophrénie paranoïde comme notre patient, avait finalement des infarctus cérébraux au niveau du thalamus qui étaient, eux, responsables de ces symptômes et non pas la schizophrénie en elle-même. L'IRM cérébral pour évaluer tout ça est prévu la semaine prochaine. On verra bien ce qu'il en a à ce moment-là. Merci.
Super. Merci. Bon, merci Antonin, c'était un beau cas clinique. Bon, tu as dépassé un petit peu ton temps, mais on va quand même pas trop te pénaliser. Pardon. Il y en a une question dans le panel qui est un peu sur, bon, c'est une molécule qu'on n'a pas encore en France, qui est le macavantem. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit peu le mécanisme, parce qu'il y a quelques pays européens qui l'utilisent. Est-ce que ça aurait pu être une option avant la chirurgie? Voilà. Alors, le mavacantine, on va, là, nous, surtout bientôt débuter une étude dessus pour essayer de voir si ça peut diminuer l'obstruction chez les patients avec CMH, mais c'est surtout dans la CMH que c'est utilisé et pas dans les maladies de surcharge qui vont être prises pour une CMH. L'amylose, l'hémochromatose, la maladie de Fabry ne répondent pas forcément au mavacantine. C'est vraiment une molécule qui va jouer sur les pointes myosines au niveau du myocarde et qui va être active surtout dans les CMH, mais pas vraiment dans les autres maladies de ce type. Alors, pour faire le bilan étiologique, parce que finalement, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu, vous n'avez pas fait de scintille osseuse pour éliminer l'amylose. Est-ce que vous auriez recherché le Fabry avant de poser l'indication chirurgicale pour éventuellement faire le traitement? Est-ce que ça va améliorer les symptômes et le gradient? Alors, je pense que si la maladie de Fabry avait été diagnostiquée en 2016, ou en tout cas avant 2019, avant l'alcoolisation septale et avant la myomectomie, en effet, ça aurait pu être utile. Le patient se décrivait que NYHA2 avant l'alcoolisation septale, donc on avait en soi un petit peu de temps devant nous. L'introduction de l'enzymothérapie substitutive aurait pu nous donner du temps, voir l'évolution et éventuellement, si ça améliorait les symptômes, si ça améliorait l'obstruction intra-VG, se contenter de ça et pas recourir à des options plus invasives. Ok. Si tu avais un message finalement, parce que la maladie de Fabry, on en entend tout le temps parler, on n'en voit pas souvent. Donc là, tu en as chopé une. Ouais, Félicitations, mais qu'est-ce qu'il faut? En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est quand il y a une CMH, il faut qu'on applique quand même un bilan un peu standardisé pour pas passer à côté il n'y a pas que celle-là, mais de ça, quoi. C'est que toutes les HVG ne sont pas des CMH et qu'il faut faire un bilan étiologique de tous nos patients chez qui on suspecte une CMH parce qu'il y a de nombreuses maladies qui, certes, sont rares, mais en additionnant toutes les maladies rares, on arrive sur des choses qui sont assez fréquentes au final. Et c'est dommage de se passer d'un traitement qui peut, en soi, pallier les symptômes et améliorer la qualité de vie et les symptômes de nos patients, juste parce qu'on a détecté CMH et qu'on n'a pas fait de bilan secondaire au début de la prise en charge. Bon. Ok. Bon, Denis, on va enchaîner. Absolument. On va avoir la chance maintenant d'écouter, on avait dit le Tour de Constance. Non, on avait dit Jean-Baptiste avant, je crois. Je sais plus ce qu'on avait dit. Jean-Baptiste. Oui, on finira par Constance. Jean-Baptiste, tu partages et tu y vas. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez? C'est parti, je débute le chrono, tu peux y aller. Donc, bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Briand, donc je suis docteur junior en cardio interventionnel au CHU de Tours et je vais vous présenter donc le cas clinique qui se nomme donc l'arrêt du nucléaire. Donc, il s'agit donc d'une patiente de 30 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers, les facteurs de risque cardiovasculaire, un tabagisme actif associé également à la consommation de cannabis de façon fréquente. Son traitement, une contraception œstroprogestative. Elle présente le 22 octobre 2021 un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail. Elle est massée directement par ses collègues. Le rythme est choquable à la phase initiale et on voit le retour d'un rythme sinusal après 3 chocs électriques externes et 2 mg d'adrénaline. Au total, la patiente est intubée. On a un no-flow de 0 minutes et un low-flow de 13 minutes. L'électrocardiogramme qui a été effectué post-ressuscitation montre un rythme sinusal avec un tracé d'infarctus inférieur, avec un sus-décalage du segment ST donc dans les dérivations inférieures, associé à un miroir antéro-apical. La prise en charge initiale. Entre son lieu de travail et la salle de coronarographie, il y a théoriquement moins de 30 minutes, qui engendrerait un passage en coronarographie pour une angioplastie primaire. Mais la région Tourangelle est connue donc pour son milieu viticole important, un petit peu moins pour son activité nucléaire qui est quand même assez important. Et malheureusement, l'arrêt cardiaque a été effectué donc en la centrale de Chinon, la centrale nucléaire, et devant donc le risque d'accident lié à l'irradiation, avec nécessité d'une procédure de décontamination, impossibilité de transfert immédiat en coronarographie. Et donc, après concertation entre le SAMU
et les cardiologues, il est décidé de réaliser une thrombolyse. Finalement, la patiente est transférée au CHU. Il est quand même réalisé une coronarographie devant l'instabilité hémodynamique de la patiente et la persistance du sus-décalage. Donc, les images de coronarographie que l'on voit, on voit donc par voie fémorale droite, un réseau coronaire gauche, donc un tronc commun, et un réseau circonflexe marginal, donc sur la vidéo de gauche qui est sain. L'IVA sur la vidéo de droite est également indemne de lésion. L'injection de la coronaire droite montre une occlusion d'une RVP distale, toute distale, mais qui n'explique pas la situation clinique, avec notamment l'absence de lésion visible sur les segments proximaux de la coronaire droite. Les suites de la prise en charge ont été effectuées en réanimation cardiovasculaire. Un tableau de sidération myocardique initiale qui nécessite un support inotrope par dobutamine avant la récupération d'une FEVG normale. L'évolution de l'électrocardiogramme retrouve une régression du sus-décalage en inférieur avec apparition d'onde T négative. Le pic de troponine atteint est de 2528 nanogrammes par litre, pour une normale dans notre centre inférieure à 14 nanogrammes par litre. L'évolution à la fois sur le plan cardiaque et sur le plan général permet une extubation à J3. L'échographie effectuée à la sortie de réanimation CCV est décrite avec une FEVG à 50%, des troubles de la cinétique en inférieur, pas de valvulopathie, un bon ventricule droit et pas de complications mécaniques. Un IRM cardiaque avait été effectué à J5 de l'hospitalisation. Donc, on voit sur la vidéo de gauche donc une séquence ciné où on voit à ce niveau donc un trouble de cinétique en inféro-latéraux médian et en inféro-apical. Et les séquences d'héraussement tardif donc sur l'image de droite montrent une séquelle transmurale dans ce même territoire évocateur d'un infarctus. La FEVG est estimée à 51%. On est face à un diagnostic de MINOCA. Donc, le MINOCA a fait l'objet de recommandations au niveau des guidelines de 2020. Le MINOCA associe 3 critères. D'abord, un syndrome coronarien aigu prouvé, notamment par une augmentation de la troponine à plus de 99e percentile. Et également, une histoire clinique d'ischémie, que ce soit à travers des symptômes, une modification de l'électrocardiogramme et même le développement d'ondes Q et la mise en évidence à l'imagerie de lésions au niveau du myocarde évocateur d'une ischémie. Le deuxième critère est bien sûr à l'angiographie l'absence de sténose significative qui sont données à plus de 50% au niveau des segments proximaux. Et enfin, l'absence de diagnostic alternatif évoquant une augmentation de la troponine dans un contexte, par exemple, de sepsis, d'embolie pulmonaire ou de myocardie. Le MINOCA, ça concerne 5 à 10% des syndromes coronariens aigus et les populations les plus touchées, ce sont les femmes jeunes qui ont peu de facteurs de risque cardiovasculaire. Le schéma ci-contre montre l'algorithme à utiliser pour le MINOCA, donc le rectangle rouge où on montre donc la présentation clinique avec cette augmentation de troponine, ces signes et ces symptômes d'ischémie, avec, à la coronarographie, l'absence de lésions dites significatives à moins de 50%. Et puis, il faut éliminer, bien sûr, comme on disait, les diagnostics alternatifs, le sepsis, l'embolie pulmonaire, les contusions cardiaques, la dissection aortique ou les autres causes d'augmentation de la troponine. Quels vont être les examens pour affirmer le diagnostic de MINOCA? Donc, c'est le rectangle jaune. Donc, on voit principalement, la première chose à évoquer, c'est de revoir les images angiographiques pour savoir si on n'est pas passé à côté d'une occlusion d'une artère ou alors des plaques significatives. Et ensuite, il y a une place centrale, notamment de l'IRM cardiaque, pour éliminer des diagnostics autres que le MINOCA, comme par exemple le syndrome de Takotsubo, les myocardites ou d'autres cardiomyopathies. Et puis, l'IRM permettra aussi donc, de confirmer l'atteinte ischémique. Enfin, le rectangle vert nous permettra
à travers notamment de l'imagerie intracoronaire ou alors des tests fonctionnels intracoronaires, de rechercher des causes étiologiques à ce minocarpe, comme par exemple la rupture de plaques, les érosions de plaques, les embolies coronaires, les spasmes coronaires ou une atteinte de la microcirculation. La patiente est retransférée en USIC pour le bilan de son minocarpe. Tout d'abord, dans le service, la surveillance télémétrique n'a pas montré de récidive de troubles ventriculaires. Il n'y a pas eu non plus de troubles du rythme supraventriculaire observés. Le bilan biologique, un bilan auto-immun a été effectué et s'est révélé négatif, notamment la recherche du SAPS. Un bilan toxicologique a également été effectué qui n'a retrouvé que la présence d'une consommation de cannabis, pas d'autres toxiques. Une nouvelle coronarographie a été effectuée avec un test au métergin qui avait notamment tout son intérêt puisque si on se rappelle à la prise en charge initiale, la coronarographie avait été faite par voie fémorale du fait d'un spasme radial. Le test au métergin s'est révélé négatif et le contrôle angiographique a montré des artères coronaires angiographiquement saines. Au total, on a un bilan de première intention qui est exhaustif, qui est négatif. La patiente souhaite rentrer à domicile, ce d'autant qu'elle n'habite pas dans la région, elle habite dans la région lyonnaise. Il est convenu d'une programmation d'une échographie transœsophagienne auprès de chez elle, à la recherche d'une embolie paradoxale pour continuer la recherche étiologique de ce minocarpe. Mais nous réalisons, avant sa sortie, une échographie au laboratoire. Et donc, on voit notamment sur cette parasternale grand axe une masse au niveau de la valve aortique, sur le versant aortique, dépendant de la queue panthéro-droite, une masse mesurant de 6 à 8 mm de diamètre. On voit les images donc suivantes avec du X-plan, mais également du 3D, où l'on voit bien cette masse au niveau de la valve aortique. On a recherché donc au niveau des autres valves, et donc ici des images échographiques de la valve pulmonaire, où on retrouve également une masse appendue à la valve pulmonaire, mais cette fois-ci du côté du versant ventriculaire, et qui est plus petite, mesurée en 5 par 4 mm. Donc, on est face à une découverte d'une masse aortique et pulmonaire. Un papier, donc ce schéma issu du papier d'une revue sur les tumeurs cardiaques qui est paru dans le JACC en 2020, qui montre les étiologies à rechercher en fonction de la localisation des masses intracardiaques. Et donc, si on s'intéresse à notre patiente, on voit que nous, c'est aux dépens de 2 valves. Et donc, il y a 3 étiologies à rechercher, le thrombus, la végétation et le fibroélastome. Nous avons continué donc le bilan étiologique. Le bilan infectieux à la recherche d'une endocardite s'est révélé négatif. Des hémocultures ont été effectuées, des sérologies également sont révélées négatives. L'histoire de la maladie a été approfondie et il n'y avait aucun argument pour une endocardite. La patiente a été mise sous héparine curatif puis sous Lovenox curatif qui n'a pas montré au suivi échographique de régression de ces 2 masses aux dépens de la valve aortique et pulmonaire. Et la patiente a ensuite été transférée vers les hôpitaux civils de Lyon pour une prise en charge chirurgicale du fait d'un rapprochement familial. La prise en charge chirurgicale a bien été effectuée donc à Lyon. Et donc, on voit les 2 masses au niveau aortique et pulmonaire avec des images donc en haut péropératoire et ensuite sous microscope qui ont, avec l'anatomopathologie qui a confirmé le diagnostic de fibroélastome au niveau aortique et pulmonaire. Donc, le diagnostic final, c'est un arrêt cardiaque sur un infarctus inférieur, secondaire à un fibroélastome aortique. Pour terminer, un petit focus sur le fibroélastome. C'est la 2e tumeur primitive cardiaque bénigne la plus fréquente après le myxome. C'est 75% des tumeurs valvulaires. Ça concerne plutôt les valves gauches, parfois les valves droites, généralement localisées sur le versant d'aval de la valve, comme ici sur la valve aortique, mais pas tout le temps, comme on l'a vu ici sur la valve pulmonaire, à la différence des végétations. Et par contre, il n'y a pas de dysfonction valvulaire
associés. La clinique, généralement, c'est asymptomatique. Les manifestations, ce sont des manifestations emboliques, notamment des syndromes coronaires aigus ou des AVC. À l'imagerie, l'échographie transœsophagienne et l'échographie transthoracique retrouvent des petites masses mobiles avec une surface vibratile. Le scanner retrouve des masses hypodenses à la surface de la valve. Quelles sont les indications chirurgicales? Concernant les valves gauches, c'est quand elles sont supérieures à 1 cm où des manifestations emboliques surviennent. Les indications sont plus restreintes concernant les valves droites, avec une obstruction significative ou quand il y a un risque d'embolie paradoxale. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Écoute, oui, tu as dépassé d'une vingtaine de secondes, mais c'était très bien, bien timé. Alors, est-ce que nous avons des questions? Là, sur le chat, j'en ai pas. Franck, as-tu une question? Moi, je connais assez bien ce cas clinique parce que j'étais présent à prise en charge. Non, je trouve que la présentation est très bien. En termes d'imagerie en couple, tu préconises le scanner pour ce type de tumeur, on va dire, sur les valves ou l'IRM? Alors, la question avait été posée à nos imageurs. Effectivement, donc le scanner dans cette indication est meilleur que l'IRM. Par exemple, ici sur l'IRM, il n'avait pas été vu. Donc, effectivement, le scanner, plutôt pour, on voit bien cette masse hypodense au dépend des valves. Donc, effectivement, un scanner cardiaque. Est-ce que chez cette patiente, il faut faire un dépistage familial en cascade? Est-ce qu'il y a un caractère héréditaire ou transmissible du fibroélastome? Alors, il y a, de ce que je sais et de ce que j'ai regardé, c'est qu'il n'y a pas de caractère héréditaire donc, du fibroélastome. Donc, effectivement, ça survient de façon isolée. Et puis, ce d'autant que la majorité, en plus, sont asymptomatiques. Et donc non, il n'y a pas on n'a même pas proposé à la patiente de dépistage familial. Est-ce que vous faites un bilan, scanner cérébral, scanner pour rechercher d'autres embolies? Tout à fait. Donc, j'en ai pas parlé parce que la présentation durait 12 minutes. On avait effectué un scanner cérébral et également un scanner thoracique. Pourquoi? Parce que donc, pour voir s'il y avait d'autres manifestations emboliques. Donc, au niveau cérébral, le scanner cérébral était normal. Et puis, au niveau, pourquoi un scanner thoracique? C'était effectivement pour rechercher si il n'y avait pas une migration embolique, et notamment une embolie pulmonaire, et s'il n'avait pas migré. Voilà. Et puis, il y avait une échographie transœsophagienne qui avait été également effectuée à la recherche d'une embolie paradoxale, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de particularité puisqu'il n'y avait pas sur la valve tricuspide. Voilà. Mais effectivement, il y a un scanner qui avait été effectué. On est d'accord que c'est une chirurgie finalement assez simple. Le chirurgien fait juste l'exérèse, il ne touche pas à la valve, il n'y a pas d'anneau. Voilà. Tout à fait. Donc, j'ai consulté le compte-rendu opératoire. L'opération a duré au total 64 minutes entre le clampage et le déclampage. Il a réséqué sans toucher effectivement à la valve. Donc, il n'y a pas eu de nécessité de plastie ou même de réparation de la valve. Ok, bon, merci beaucoup Jean-Baptiste. On va enchaîner parce qu'on est un peu en retard, donc il ne te restera plus que 10 minutes, Constance, mais on va terminer par le meilleur pour la fin. Et donc Constance, tu vas partager ton écran. Elles sont tout le temps en train de se marrer, ces deux copines, là c'est sympa. Je pense que c'est les collègues qui leur envoient des messages sur le groupe WhatsApp, des cardio charts, et que c'est assez drôle. Alors, je ne sais pas si on m'entend. C'est parfait, tu peux y aller. C'est bon? Parfait. Alors, je vais présenter le cas d'un SCA statique. Il s'agit du cas d'un patient, monsieur Q, 67 ans, qui a pour principal antécédent une histoire de thrombose veineuse profonde il y a de ça 4 ans, avec une maladie post-embolique dans les suites, qui se complique d'un ulcère chronique et se surajoute d'un carcinome épidermoïde infiltrant à l'os, pour lequel il aura une amputation transtibiale droite il y a 8 mois, avec un bilan d'extension qui est négatif et un curage ganglionnaire négatif également. Et par la suite, il y aura un SSR. On retrouve aussi dans ses antécédents post-opératoire un lymphocèle inguinal droit surinfecté qui évoluera bien sous traitement. Et il avait bénéficié en préopératoire d'un bilan par ECG et une écho qui était complètement normal. On retrouve son ECG sur le côté. Il a un traitement symptomatique sans traitement particulier et aucun facteur de risque surtout. Donc c'est un monsieur qui est en post-opératoire
et en SSR pour une réadaptation et appareillage de son amputation et qui présente au cours des séances de kinésithérapie des douleurs précordiales assez typiques à l'effort essentiellement depuis 2 semaines, qui cèdent à l'arrêt de l'effort et qui irradient un membre supérieur gauche. Et à l'électrocardiogramme qui est fait au décours d'une de ces douleurs, un sus-décalage dans le territoire inférolatéral avec même un miroir en AVR et AVL. Donc, devant cet électrocardiogramme et la symptomatologie, le patient est transféré, le SIC est appelé et le patient est transféré directement en salle de coronarographie. En salle de coronarographie, il y a un coup d'échoscopie rapide avant de procéder au geste qui retrouve une FE visuelle à peu près à 50%, un aspect d'hypokinésie apicale et un doute sur un épanchement péricardique. Dans les suites à la coronarographie, on retrouve des lésions tritronculaires avec des sténoses serrées au niveau de la l'IVA moyenne, la CX moyenne et de la coronaire droite moyenne. Et à la ventriculographie, qu'on retrouve ici, on retrouve une FEVG à 65% et une akinésie apicale avec un doute sur un thrombus plan et un aspect un petit peu atypique à l'apex, avec une espèce d'hypervascularisation. Donc, le patient remonte au SIC. Il n'y avait aucune occlusion aiguë sur cette coronarographie. Le patient remonte au SIC, il n'y a plus de douleur, donc il n'y a aucun geste qui est réalisé pendant cette procédure, qu'un geste de revascularisation, un traitement médical simple devant l'absence de douleur dans un premier temps. Il remonte, on l'espère, au repos. Ah, j'arrive plus à passer. Ah, hop là. Ah, non. Mince. Voilà. Et donc, avec un patient qui est au repos, qui n'a plus de douleur, on retrouve cette ECG avec une persistance de l'élévation du ST dans les mêmes territoires que cités précédemment. Et à la biologie, on retrouve des troponymes qui sont élevés, certes, moyennement et plutôt en plateau, 70 puis 66. Des NT-proBNP qui sont augmentés et le reste de la biologie qui n'est pas forcément très significative. Donc, on va rapidement à l'échographie devant ce tableau assez atypique avec cette persistance du ST et l'absence de douleur. Et à l'échographie, on retrouve tout d'abord un aspect de rupture de la paroi apicale avec un niveau péricardique qu'on voit ici entouré en blanc qui paraît plutôt cloisonné et un aspect de thrombus plan et un épanchement, ça c'est plutôt sur la 4 cavité qui va s'allumer ici, un épanchement qui est péricardique qui était circonférentiel et sans retentissement hémodynamique. Devant ces images, le patient est transféré assez rapidement vers un centre qui possède un service de chirurgie cardiaque. Et dans ce service et à l'hôpital, le patient, on ne va pas y arriver, voilà, ah, mince, pardon. Voilà. Devant la stabilité et l'absence de douleur et la stabilité assez étonnante devant le tableau, une IRM cardiaque est réalisée et on retrouve un petit peu les aspects qui concordaient avec l'échographie réalisée précédemment, qui est un aspect de fissuration inférolatérale et c'est un œdème au niveau apical et cet épanchement non compressif. Donc, devant la confirmation des images à l'IRM, le patient est rapidement pris au bloc opératoire. Et au bloc opératoire, on confirme cet aspect de pré-rupture cardiaque et ce thrombus apical tapissant. Donc, il y a une résection des tissus nécrosés qui est effectuée avec une réparation et un renforcement de la zone de pré-rupture par une technique de Jatten qui est illustrée ici avec un patch de Dacron. Et dans le même temps est réalisé un pontage de l'IVA à la mammaire interne gauche, sachant que les lésions de la coronaire droite et de la circonflexe étaient prévues d'être repris dans un deuxième temps par angioplastie. Donc, par la suite, les suites post-opératoires immédiates sont plutôt simples. Mais malheureusement, il y a un tableau de détresse respiratoire aiguë dans le service de chirurgie cardiaque à J7 qui est rapidement fatal avec une défaillance multiviscérale dont le patient succombe. Sauf qu'entre-temps, on reçoit l'anapathe des pièces d'exérèse myocardique qui retrouvent un aspect de carcinome épidermoïde moyennement infiltrant. Ce qui fait de notre cas finalement un aspect de pré-rupture cardiaque sur une lésion métastatique apicale à distance de son cancer épidermoïde cutané du membre inférieur droit qui avait été
réséqué il y a de ça 8 mois et qui était censé être localisé. Donc, j'ai fait un petit point sur les métastases cardiaques qui sont un diagnostic qui est plutôt sous-diagnostiqué. C'est plus fréquent que les tumeurs cardiaques primitives, donc c'est 20 à 40% de fois plus fréquent. C'est 1,5 à 20% des patients qui sont suivis pour néoplasie, avec une fourchette qui est assez large, parce que sachant que les observations ont été faites chez des patients connus métastatiques et en fonction également du type et du stade de cancer. Donc, comme on le voit ici, c'est plutôt des cancers proximaux, poumons, sein, œsophage, ou des cancers qui sont non solides comme le lymphome. C'est souvent au stade métastatique. Le plus courant est le péricarde, ça c'est assez courant en pratique, avec des épanchements péricardiques néoplasiques, plus rares au niveau du myocarde et de l'épicarde, et encore plus rares au niveau de l'endocarde. La dissémination, elle se fait principalement par contiguïté, parce qu'on l'a vu, c'est des cancers qui sont relativement proximaux, et ça peut se faire également par voie hématogène, comme chez notre patient, avec des cancers qui sont à distance, des primitifs qui sont à distance, et par voie lymphatique et veineuse également, mais on retrouvera plutôt une atteinte des cavités droites. La symptomatologie est extrêmement variable, généralement silencieuse, et ça peut aller jusqu'au choc cardiogénique en passant par tous les symptômes de la sphère cardio-pulmonaire même. Le diagnostic est extrêmement difficile et rarement fait d'ailleurs dans les études. Il existe pas mal de cas de métastases cardiaques, mais c'est généralement fait en post-mortem et chez des patients chez qui on n'a pas pu faire la coronarographie parce qu'ils sont dans un état général qui est soit trop précaire, soit une pathologie qui est trop avancée pour se lancer dans des gestes invasifs. Généralement, c'est sur des modifications ECG quand ce n'est pas en post-mortem ou sur des troubles du rythme ventriculaire inexpliqués. Et il y avait une cohorte qui avait été faite sur une trentaine de cas chez des patients avec des métastases cardiaques connues qui retrouvaient dans tous les cas, dans 100% des cas, des modifications ECG qui sont finalement communes entre tous les cas. Donc, comme illustré ici, avec à gauche un cas de métastase cardiaque où en fait on retrouve une élévation persistante du ST, et c'est vraiment ça qui caractérise, c'est vraiment le fait que l'ECG ne bouge pas, il n'y a pas d'évolution, comparé à un cas d'ischémie où on retrouvera l'apparition d'ondes Q, et il y a aussi des ondes T qui sont négatives à tout le temps, et ça avec une spécificité de 96% et une sensibilité qui est un petit peu plus faible, autour de 40-50%. Les modifications ECG, la physiopathe, alors il n'y a pas vraiment de consensus autour de ça. Il y a pas mal de choses qui sont avancées, notamment l'inflammation péritumorale, la différence de potentiel membraneux, transfert de potassium entre les tissus nécrosés, et tout ce qui va être dû à la proximité des métastases sur vraiment l'étirement des fibres musculaires adjacentes, la compression, la vasoconstriction de la microcirculation coronaire, des micro-emboles sur tout ce processus procoagulant, et les lésions myocardiques directes par invasion ou par la circulation intrinsèque de la tumeur. Alors, chez ces patients, on retrouvera également, c'est souvent associé à un risque cardiovasculaire assez élevé, alors probablement parce que les facteurs de risque sont assez communs finalement entre cancer et maladies cardiovasculaires qui partagent les mêmes mécanismes. On retrouve en effet, sur une des études qui avait été faite, 10% des patients atteints de cancer qui décédaient par cause cardiovasculaire. Alors, c'est beaucoup plus chez des patients atteints de néoplasie qui se traitent plutôt bien, comme les néoplasies de vessie ou de prostate. Donc, généralement, la mortalité ne sera pas due au cancer en lui-même. Il y a aussi l'imputabilité, ce n'était pas le cas chez notre patient, mais des thérapies oncologiques avec toute la part cardiotoxique des chimio-immunothérapies et de la radiothérapie thoracique. Et il y a aussi tous les facteurs procoagulants, prothrombotiques associés à ces pathologies. Chez notre patient, si on reprend tous les éléments et facteurs confondants qui ont pu mener à un peu cette errance diagnostique, il y avait en effet contexte clinique d'une part où il y avait une néoplasie qui était certes connue, mais qui était considérée comme traitée et considérée comme non disséminée, qui était locale au stade où elle avait été explorée. Une symptomatologie qui était assez typique d'ischémie, mais qui était une symptomatologie essentiellement de repos. Il y avait une stabilité hémodynamique qui était quand même assez étonnante au vu du tableau et des images décrites. Sur le CG, on avait en effet ce ST, mais on n'avait pas du tout d'évolution des troubles de la repolarisation, alors qu'on n'avait pas de douleur la plupart du temps, au repos du moins. Et à la coronarographie, il y avait ces lésions tritronculaires qui laissaient penser
on pouvait être dans le cas d'une ischémie simple chez ce patient, mais il n'y avait quand même pas d'occlusion aiguë. Et à l'imagerie, par contre, il y avait un territoire qui était assez concordant avec les données de l'ECG, avec les données de la coronarographie, mais quand même une image hétérogène à l'APEX, que ce soit sur la ventriculographie, que ce soit sur l'échographie, que ce soit sur l'IRM, il y avait quand même des petites atypies. Et à la biologie, on avait des marqueurs cardiaques qui étaient élevés, certes, mais une discordance quand même entre le niveau des enzymes cardiaques et le tableau clinique, qui était quand même plutôt un tableau clinique assez gravissime. Pour finir, les métastases cardiaques, quand est-ce qu'il faut y penser? Bon, pas forcément, très souvent. Chez des patients qui sont en tout cas avec une néoplasie connue, il faut l'avoir en tête, surtout chez des patients qui sont déjà au stade métastatique. La plupart du temps, c'est sur des modifications ECG avec une clinique qui concorde ou non, sachant que c'est des patients qui sont souvent multi-hospitalisés avec des ECG faits, que ce soit aux urgences ou dans les services. Quand on a des modifications ECG qui sont comme celles qu'on les a décrites plus tôt et qui ne s'expliquent pas forcément, on peut l'avoir en tête. Sur la confirmation diagnostique, il y aura surtout l'apport de l'imagerie, que ce soit l'écho, l'IRM, voire le TEP scanner. Pensez à la coronarographie si il y a le tableau s'y prête, que ce soit sur la symptomatologie et que le patient n'est pas dans un stade, dans un état général trop avancé ou une néoplasie trop avancée qui contre-indiquerait éventuellement le geste. Et au niveau des traitements, alors il y a peu d'options thérapeutiques. Actuellement, on est plutôt sur du soin palliatif au vu d'une pathologie néoplasique avancée. Mais les métastases cardiaques, ça reste une entité qui est probablement sous-diagnostiquée, où il y aura de plus en plus de diagnostics antémortem sous peu, parce que les néoplasies sont quand même de mieux en mieux traitées, et donc ça pourra être éventuellement des métastases même isolées, et avec éventuellement des traitements associés, que ce soit de la chimiothérapie ou radiothérapie. Il y avait quelques patients dans la littérature chez qui on avait fait ce genre de traitement et chez qui ça avait fonctionné, mais ça reste encore assez flou pour l'instant. Ici la référence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Constance, pour cette belle présentation très didactique. Alors moi, j'ai une question tout de même. Initialement, il avait quand même eu un cancer, certes épidermoïde, mais assez sévère, puisqu'il s'est traduit par une amputation. Il y avait eu un PET scan, il y avait quelque chose, on a pu retrouver après ou pas, qui avait été réalisé à l'époque en bilan d'extension, ou un scanner thoracique, quelque chose? Il avait eu un scanner thoracique. Il n'y avait pas eu de PET scanner, par contre. Mais il y avait eu un scanner TAP, finalement. D'accord. Il n'avait pas trouvé de lésion à distance. Et d'ailleurs, même au moment où il a fait sa défaillance multiviscérale, il avait été scanné, aussi un scan TAP, et finalement, ça n'avait pas trouvé de lésion secondaire, à part un épaississement au niveau inguinal droit. Alors, difficile de dire si c'était quelque chose de secondaire ou pas, parce que c'est l'endroit où il y avait eu le lymphocèle surinfecté. Donc, c'est un petit peu difficile de dire, mais il n'y avait pas d'autres lésions, en tout cas, même au moment où il a décédé finalement. Oui, mais là, vous aviez le diagnostic, vous, initialement, et puis la tumeur avait été enlevée. Donc, je ne suis pas sûr que le scanner puisse explorer très bien une zone qui vient d'être opérée. Il doit y avoir pas mal d'artefacts, des clips, des choses comme ça. Mais la question, c'est est-ce que le scanner qui a été fait, c'était 8 mois avant, je ne sais plus quand on l'a coupé sa jambe, est-ce que vous l'avez fait relire après en disant attention, nous, 8 mois après, on a une métastase cardiaque, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose? Non, je ne pense pas que ça a été relu. Non, on n'a pas relu. On n'a pas fait relire, en tout cas particulièrement. Ouais. Non, je crois qu'on avait juste revu les images, en fait, mais effectivement, on ne l'a pas fait relire par le radiologue. Mais sur les images, il n'y a rien qui nous avait frappé. Ouais. Après, la distance sur le scanner, il ne l'a pas eu en urgence quand il est venu. Il l'a vu, alors, je ne me souviens plus combien de mois. C'est une histoire qui date de 3 ans. On a publié le cas, d'ailleurs, il y a 3 ans. Hein. Et je ne me souviens plus, le scanner, c'était combien de temps après l'amputation, après ces 3 mois? Tu te souviens, Constance, dans le dossier? Après l'amputation, ça a été fait avant l'amputation. C'était un bilan d'extension. Oui, c'était juste avant. Alors, ça. Mais il n'y a pas eu dans le suivi, il n'y a pas eu de scanner ou de PET scan, effectivement, entre la chirurgie et puis Non, parce qu'il est parti directement ensuite en SSR. Et après, on avait un ECG qui était normal, par contre, au moment préopératoire. Ouais. Et l'autre question, c'est que quand tu présentes la coronarographie, tu dévoiles un peu en disant il y a une zone un peu hypervasculaire. Bon. C'est vrai qu'il nous arrive
de temps en temps, de faire des diagnostics de tumeurs, souvent d'ailleurs de tumeurs bénignes, hein, cardiaques à la coronarographie, parce qu'on voit un endroit, tout coup, un peloton de, de petits micro-vaisseaux qui partent d'une coronaire. Là, en l'occurrence, ça n'avait pas l'air d'être particulièrement le cas d'avoir une hypervascularisation au dépend du réseau coronaire primitif chez ce patient. Oui, alors c'était vraiment à l'apex qu'il y avait une. Alors, je ne sais pas si on peut revenir. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez plutôt vu à la ventriculo, en fait. Ah oui, c'était à la ventriculographie, c'est ça que je voulais dire, j'ai dû fourcher. Ouais, non, mais moi j'ai compris que c'était à la ventriculo, alors que classiquement les tumeurs bénignes, elles sont plutôt vascularisées par le réseau coronaire, mais ça voudrait dire qu'il y avait quand même quelque chose qui partait de la ventriculose, qui est un petit peu étonnant, mais bon, parce que souvent les métastases sont hypervascularisées. Sur le plan physiopathe, c'est comme ça qu'elles se développent, hein, en détournant dans le stroma toute la vascularisation locale. Bon, écoutez, moi, je sais pas, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas, Franck, ou si les collègues connectés qui sont… Dans le chat, on a une petite question sur le pronostic. Bon, en cas de traitement non chirurgical, je crois que le pronostic il est catastrophique, hein, Ouais. et le timing de la chirurgie. Donc là, effectivement, c'est un malade qui a été pris en charge en urgence parce qu'effectivement, il y avait ce tableau initialement de fissuration en fait avec l'épanchement péricardique, avec donc risque de rupture, raison pour laquelle il a été transféré rapidement à un centre chirurgical. C'est vrai que comme il était stable, etc., ils ont pris le temps avec le bloc opératoire à côté de faire un peu d'imagerie en coupe, et l'IRM finalement a confirmé le sentiment qu'on avait avec la ventriculo et l'échographie, que c'était bien une fissuration, mais on n'avait pas évoqué à l'époque la métastase péricardique sur le cas. Voilà. Bon, on a terminé, on a un peu dépassé le temps, mais j'avoue qu'à titre personnel, c'était très sympa. Vous avez beaucoup travaillé, les jeunes. Je trouve que la qualité de vos présentations est remarquable, hein. Vous maîtrisez bien Zoom et tous les moyens de communication modernes, avec des belles vidéos, une revue de la littérature, je trouve, dans chaque cas, des messages pédagogiques clairs. Donc, avant de faire un petit mot de conclusion, je vais laisser au président de notre jury, qui est donc le Denis, qui va donner le gagnant. Je crois que vous avez tous été très bien notés, mais malheureusement, il n'y a qu'un seul vainqueur qui ira donc présenter son cas au congrès du CNCH en novembre. Les autres peuvent bien sûr sont invités aussi au congrès, hein, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et du coup, il y aura les 3 qui n'ont pas été sélectionnés ce soir recevront donc un bon cadeau à leur adresse postale, parce que c'est pas des e-cartes, c'est des cartes, je crois, avec le Supercard. J'en avais discuté un peu avec nos jeunes et ils préféraient des bons d'achat sur Supercard parce que vous avez accès comme ça à différents, la Fnac, Airbnb, etc. Donc Denis, je te laisse faire le petit mot de la fin. Alors moi, j'ai fait les calculs. On a des ex-aequo comme premier ex-aequo, mais du coup, on va donner la victoire. Les premiers ex-aequo, c'est Jean-Baptiste et Constance. Il me semble logique dans ce cas de donner la victoire à Constance, puisqu'elle est plus jeune. Donc, c'était peut-être plus difficile pour elle aussi. C'est un exercice peut-être plus compliqué. Mais vous avez tous été très bons. Je suis très fier que vous soyez interne de cardiologie dans la région. Et donc, c'est Constance ce soir qui aura le goudron et les plumes. Voilà. Félicitations Constance, hein, moi je suis très content. Je voulais remercier donc encore une fois tous nos jeunes pour votre travail. Je voulais remercier aussi encore une fois BMS et Pfizer pour leur soutien institutionnel, pour donner l'opportunité de faire parler la génération future et nos jeunes cardiologues. Merci encore à Denis de sa présence. C'est toujours un peu un plaisir de faire comme ça cette petite battle entre Chartres et notre CHU de référence. Et c'est très sympa, ça sera renouvelé, je pense. Le prochain challenge sera jeudi prochain, sera les Parisiens. Du coup, il y a 4 centres. Et on aura effectivement les noms des 4 vainqueurs d'ici la fin du mois de septembre. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, bonne soirée.